tente une diffusion en direct sur YouTube, mais évidemment rien n'est garanti. C'est la logique floue. Oui, c'est ça. Molle. C'est la logique molle. Mais flou, c'est plus joli, c'est plus rare. La logique molle. Y a pas un Ça m'a générique. toujours fait rire cette appellation. Un petit générique. Un petit générique. Non mais ta musique est bien là. Tu m'en donnerais un petit peu, ça permettrait de la mettre sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave. On doit entendre pour le micro. Donc la musique entendue internationalement parlant sur les Le monde entier. dans le monde entier, bah, explique un petit peu. Allez, va. Encore une fois. Hein. Encore une fois, pour cette musique-là. Oui. Ah, ça, c'est plus du tout le groupe. Là, c'est la Noria, le groupe de Marseille, qui mélange la musique traditionnelle. Et pour donner, comme d'habitude, au lieu d'essayer de représenter, de refaire musicalement quelque chose dont on n'a pas les traces, c'est plutôt retrouver les sensations. Donc, je le disais tout à l'heure, les moments de la vie. Et l'intérêt de la musique, c'est d'être capable de reproduire ça, même si on ne sait pas exactement comment les choses étaient jouées. On travaille sur le temps, et aussi les musiques de rituel, que l'Église catholique pratique énormément, et ne pas hésiter à appliquer sur les autres. Donc un des trois membres de ce groupe est auvergnat. Et les autres sont occitans, donc les choses peuvent se mélanger aussi. La Noria. C'est pas l'Auvergne, mais on est au La Noria. Voilà, alors, ça tombe bien parce que tout à l'heure, le film que je vais proposer a pour but de provoquer des réactions. Donc, mais je rappelle que la Lozère n'était pas en Occitanie il y a quelques années. Donc les choses changent aussi, malgré tout, les espaces. Bon ben voilà. C'est pas mal. Je sais pas si sont. Oui, mais pas l'Occitanie encore. L'Occitanie est arrivée récemment. Il parlait occitan, mais moi je suis en Margerie de Malzieu. Il y a des gens qui se sentent, alors de l'autre côté, plus auvergnat, plus. Mais chacun choisit, hein. Pour les gens du Puy environ, Pas du tout. là, Ils sont pas. on mélange pas tout. Mais est-ce que les langues traversent les frontières où elles restent dans leur. C'est cette histoire de création des régions. Des régions, oui. Et un regroupement de régions qui fait faire Mais en Lozère, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a les baronnies qui restent encore. Il y a, même Micro. Ah, pardon. Vas-y, non, vas-y. Il y a toujours des luttes fratricides entre baronnies, alors que bon, le sujet est un peu passé à pied, même contre. Alors moi j'habite le village de Malzieu et il y a pas loin le village d'Atché, avec sa tour magnifique. Et il y a quand même, alors en plus les histoires que j'ai reprises sont des histoires de grand-mère, mais il y a un monsieur du village d'ancien pompier qui m'a raconté que enfant, c'était la guerre avec les enfants d'Atché, parce qu'on se fait la guerre toujours avec ceux d'en face. Qui ne sont vraiment pas du tout comme ceux d'ici. Et en plus, ça Pourquoi ils sont là? et qui a 75 ans se déteste. Et qui est aussi le meilleur baraban. Les barabans aussi, ils sont présents ici ou non? Par avant? Non, c'est pas là. Non, il n'y a pas. Les barabans, Ah, les barabans, oui. c'est Jean Le Sol. Ah, vous voyez, à chaque fois je me trompe, faut être précis. Mauvaise réputation le baraban, oui. Hein? Ah, les barabans, c'est les gens de Sog. Oui, c'est ça, c'est souvent quelqu'un un peu. Vous voyez, il y a toujours des problèmes avec les noms. Est-ce que tu veux. Faut qu'on éteigne un petit peu.
Le puits, Micro. Non. du coup, depuis toujours. Mais est-ce que c'était les grands-mères qui faisaient ça? Les parents? Les écoles? À l'école ou les... À l'école. Ah, c'est l'école. À l'église. Ah, l'église, vous voyez, toujours... À l'école, nous n'étions pas auvergnats. Auvergnat, c'est commencé plus au nord de Saint-Privat, le temps de la sous-préfecture de Brioude, c'était Auvergnat. Au milieu de la frontière. Vous êtes méditerranéen, en gros, pour... En latin, c'est la frontière. Ah oui, d'accord. Alors, donc c'est Haute-Loire, depuis toujours. Alors sinon, si j'ai deux... qui parlait une langue à l'école en dehors du français? Personne. Les parents? Parce que moi, personne m'a dit que c'était plutôt les grands-parents. Oui. Oui, tout à fait. En Corse, par exemple, voilà, il y a aussi ce genre de... Bon, les apartés, là, comme un ado qui raconte sa vie, les qu'elles disent Non. nouvellement. Je vais à un point final de mon intervention. Non, tout le monde est déçu. J'ai tout dit déjà. J'ai dit que les Auvergnats, les Ardennes, ne voulaient pas de velave, ils commerçaient avec eux, mais c'est tout. C'était des velaves, les velaves, c'était devenu sans doute des Languedociens et des États du Languedoc qui régissaient la province, le Puy, etc. Donc c'était côté Languedoc. C'était Ensuite, ils sont vendus à Lyon. On nous vend actuellement. On nous vend à n'importe qui. Non, mais il y a aussi quand même beaucoup de démarcations administratives qui se recoupent et qui sont quand même assez intéressantes de très loin. Particulièrement à l'Eras, je le rappelle. À nous, il nous a fallu beaucoup de Ouais. souplesse. Tu veux présenter? D'abord, Languedocien, Tu veux... On t'entend pas. C'est ça, ouais. il a fallu publier. Et ensuite, maintenant, nous sommes le Rhône-Alpes Auvergne. Voilà. Tu veux présenter... Alors je reviens donc justement, puisque mon projet là de film d'animation est venu d'une rencontre avec des Québécois à qui j'ai proposé des films d'animation qui m'avaient dit faites local, faites strictement local, dans la langue de votre pays, puisque pour eux, c'est le savoir local peut s'internationaliser. Et ce qui est intéressant, c'est que les logiciels que j'utilise pour faire des films d'animation sont québécois. Donc on peut avoir quelque chose de très sophistiqué et de partir de quelque chose de très précis. Et les histoires sur lesquelles je partais justement pour aborder la partie scientifique ou intellectuelle, c'était le divertissement et aussi ce qu'on peut appeler les histoires de grand-mère. Et il y a un terme que j'aime bien, des histoires de bonnes femmes. Vous voyez? C'est assez intéressant puisqu'on sait tous que les serpents, les dragons n'existent pas, c'est que des histoires de bonnes femmes. Mais des fois, il ne faut pas s'aventurer quand même dans les bois, hein. Non, parce qu'elles n'ont pas si tort que ça quand même. Et, voilà. Donc je suis parti de cette idée-là de légende, de conte, pour arriver, alors qu'on comprenait tout à l'heure, à une démarche scientifique de traitement de ces informations-là. Comment traiter des histoires, des contes. Et je pense que pour le jeune public, seul le divertissement leur permettrait de comprendre ça. On passe par le conte, le divertissement, l'amusement, pour découvrir une méthode, pas forcément scientifique, mais comment traiter une information. Donc j'ai mis dans les films plein de pièges. D'accord ? Les noms ne sont pas forcément réalistes, les lieux n'existent pas vraiment. On le sait que les Vikings n'avaient pas de casque à pointe, à cornes, ainsi de suite. Voilà. Mais le but, je cherche par contre pour mes projets des intervenants qui, après mon film, démontraient complètement les projets, en présentant une démarche dans leur secteur d'activité, hein, donc ça peut être un archéologue, un historien, un linguiste, et ainsi de suite. Comment je vais aborder ce conte
et le démonter pour montrer qu'il y a une part de peut-être de réel, d'accord, il y a des indices réels, mais il faut aussi on peut avoir aussi une démarche critique. Et je pense que c'est qu'on ne propose pas beaucoup au jeune public. Des fois, on leur propose directement la démarche critique, scientifique, et c'est pas forcément la meilleure manière de les aborder. Je pense qu'en passant, c'est mon avis personnel, par le divertissement, on pourrait après, ce petit film-là qui est juste un prototype, rencontrer quelqu'un, un archéologue, et se dire voilà comment je vais traiter ces informations-là. Comme tout à l'heure, vous avez eu juste un petit passage sur les numéros, enfin les datations sur un pont. J'ai trouvé la démarche très intéressante, parce que pour un jeune public, ce qui est intéressant, c'est que cet indice qui était censé être une découverte, et permet donc et en fait, peut être trompeur. Voilà. Et donc, en fait, ce serait prêcher le faux pour découvrir le vrai. Donc, dans mes projets, peut-être avec Javol, par la suite avec l'Occitanie, ce serait donc de trouver donc, des intervenants qui m'accompagneraient dans des présentations, donc au jeune public ou aussi en Lozère, dans les foyers ruraux, aux personnes âgées, et présenteraient leur méthode pour analyser de la fantaisie, du conte, de la légende. Parce que quelque part, dans la légende, il y a un peu de vrai, particulièrement sur la couleuvre de Javol. Voilà. Parce qu'un des textes sur lesquels je suis parti est assez intéressant, puisque, encore une histoire de bonne femme, ou de grand-mère, ainsi de suite. Cette histoire explique pourquoi Javol, le Javol romain, a disparu. Voilà. Et en fait, dans le conte initial que je n'ai pas repris complètement là c'est juste le début de l'histoire, c'est à cause de la couleuvre. Voilà. Il faudra, alors j'ai le conte que vous pourrez lire tout à l'heure, qui explique pourquoi Javol a fini sa période, n'est plus devenu, a perdu son statut de capitale. Voilà. Mais l'être humain a besoin d'explications non scientifiques, en fait, semble-t-il. La sensibilisation. Mais ça veut dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu donc, tout le monde a constaté qu'il y a eu une période où s'est éteint la capitale. Donc il a fallu l'expliquer. Donc même si le sujet est faux, donc il n'y a peut-être pas de dragon à Javol, mais le fait est véridique. La capitale a disparu. Donc ce qui serait intéressant, c'est par la suite, c'est pour moi personnellement, de trouver des intervenants qui pourraient démonter ce projet. Ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire, parce que j'ai mis plein d'indices pour faire en sorte de découvrir une attitude critique. Voilà. Ce qui manque, je pense, c'est ça qui manque. Je pense que les jeunes publics ont maintenant besoin d'une attitude critique vis-à-vis des images. Voilà. Et par exemple, la démonstration tout à l'heure, voilà. Le fait d'avoir une date, c'est un indice, on le prend, on le traite, on le met de côté. C'est, moi je pense, pour des adolescents, même les pré-ados, c'est très important de voir qu'on peut avoir une démarche comme celle-ci. Voilà. D'où, par la suite, si quelqu'un accepte de collaborer sur des projets, j'ai aussi 52 thèmes à aborder à partir des contes. Voilà. Que ce soit la géologie, l'archéologie, il y a les médiévistes aussi, enfin tout le monde peut s'y mettre, et aussi les langues, puisque pour moi la langue aussi, le nom, est un vecteur très important de la culture, sachant que j'aimerais présenter dans les foyers ruraux ce film avec un locuteur occitan, mais local, occitan de notre région, mais avoir le locuteur local, pour avoir l'accent et sa manière de l'interpréter, et pas forcément. Je ne provoque pas à Toulouse, j'ai travaillé à l'université de Mirail, mais pas forcément l'occitan officiel, tel que le jargon, la langue locale, qui a aussi le droit d'exister, qui est très intéressante aussi, puisque c'est la langue de grand-mère. Allez. Voilà. Donc voilà, une histoire de grand-mère en version contemporaine. C'est parti. En prototype. Attention. Normalement, ça devrait partir. On va essayer d'éteindre.
Quand j'étais petite fille, mon père m'emmenait souvent à la foire de Javol. On se retrouvait avec les habitantes des villages alentours et j'y avais quelques amis fidèles. Un jour où nous étions arrivés très tôt, je retrouvai l'un d'eux sur la place, tout seul, et l'air inquiet. Il s'appelait Antoine Véran. C'était le fils d'un bûcheron de Barjac qui avait quelques années de plus que moi et qui était fort et gaillard, mais très doux de tempérament. Quand je lui demandai ce qui lui arrivait, il me prit par la main et m'entraîna à l'écart. « Je ne peux rien te dire, me dit-il d'une voix sourde. Je vais te montrer. » Il m'entraîna par des sentiers dans la forêt, puis sur les pentes escarpées d'une montagne. Pendant tout le chemin, il ne prononça pas la moindre parole. Arrivé devant l'entrée d'une grotte près d'une rivière, il s'arrêta et dit « C'est là, elle est là. » Quand je lui demandai qui était là, il me fit signe de parler moins fort. « Tu vas la réveiller, chuchota-t-il. » Devant mon air inquiet, il m'expliqua qu'une bête énorme qu'on appelait Cougobre dans le pays vivait dans cette caverne et que depuis quelque temps elle s'était réveillée et faisait beaucoup de dégâts dans les troupeaux des alentours. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on appelle le rocher qui est au bout du jardin la griffe du dragon ?
demandé pourquoi on appelle le rocher qui est au bout du jardin la griffe du dragon. J'ai mis des indices. Alors, tout est critiquable. Ce n'est pas le plus grand. C'est un dragon. La poudre est un mélange entre un dragon et un serpent. Le chat a influencé toutes les nuits. Autre chose, c'est une vision fantasmée de Javol. Et aussi notre petite particularité, je ne sais pas si vous avez vu en fond sur le. Je mets des indices dans le truc. En fond, il y avait donc un tableau avec Sukelos, qui est quand même à Javol. Et Sukelos, c'est, je crois, qui tape fort. Et les deux symboles qu'il représente sont le marteau. Et alors, je ne sais pas si on a vu avec le dragon qui avait la main posée sur. Alors, le tonneau, ça dépend après de la manière dont on le voit. Ça peut être soit une poterie ou, je crois, ou un tonneau. Ça dépend de. Ce semble-t-il, le tonneau est une création gauloise. C'est pas. Voilà. Donc il a. Voilà. Donc l'idée aussi, c'était de lier Sukelus avec Sukelos, à savoir si vous le prononcez comme un gaulois comme un romain. Voilà. Là aussi, la manière de le dire importe. Voilà. Qui fait le lien entre, semble-t-il, les forêts, la terre et ce qu'il y a sous terre. Alors, semble-t-il, j'ai vu différentes options où Sukelos n'est pas forcément chtonien, c'est-à-dire lié aux forces sous terre ou aux forces des ténèbres, comme ça peut l'être dans les légendes grecques. Mais ça, il faudrait que le spécialiste voit ça. Mais ce qui peut être intéressant là, alors là j'ai fait très vite par rapport à Javol, justement par rapport à la personne qui devait venir, pour lui créer tout ce contexte. Mais l'idée c'est que grâce à la 3D, je peux adapter en fonction de l'intervenant les objets que je mets dans mon histoire. Mais le principe serait toujours le même. Une grand-mère raconte une histoire, mais je mets dedans tous les indices qui vont servir à l'intervenant par la suite. C'est pour ça, voilà, je ne vais pas complètement peaufiner le projet, mais je pense qu'en faisant un 10 minutes avec des petites histoires et avec tous les indices dedans, de les reprendre avec le jeune public par la suite, parce qu'on lui a mis des indices et on va redémonter en fonction des indices. Voilà. Donc, c'est dommage de ne pas avoir la présence de Diathèse de Javol, c'est ça? Enfin, du champ. Qui aurait pu mieux présenter, qui avait aussi ce travail sur les statues. J'ai pas réussi à l'avoir en 3D, donc j'ai mis juste une image. Mais ce qui sera intéressant aussi, c'est de récupérer moi en 3D des données topographiques. Voilà. Je peux facilement les mettre dans mon logiciel. Donc c'est pour ça que là, nous avons par exemple le Javol qui ne correspond pas exactement au terrain. Mais si j'ai les données, je peux faire un terrain qui ressemble à Javol. Donc il y a aussi l'idée d'avoir des données, ce qui est intéressant avec la 3D, c'est qu'on peut avoir des données réelles, concrètes, comme je disais tout à l'heure. Je peux même avoir la position du soleil, mais il faut que j'ai un référent, alors scientifique ou autre, puisque mon référent aussi peut être, comme je disais tout à l'heure, un locuteur. Voilà. Alors, en Lozère, donc, il y a les foyers ruraux, beaucoup de personnes âgées se réunissent et racontent. Alors, c'est pas forcément des contes, des fois c'est la vie quotidienne, mais pour moi, ce sont aussi des intervenants, mes référents. Ce ne sont pas que des scientifiques ou que des enseignants ou que des littéraires ou des romanciers. Le locuteur, pour moi aussi, ou la personne même qui l'a entendu dire est presque aussi importante pour moi. Parce que la même personne peut rappeler que les plantes ne sont pas les bonnes. Je peux mettre un des pièges, je pourrais mettre des vaches, alors, toujours des aubracs que j'adore, mais je pourrais mettre un autre type de vache. Voilà. Donc en fait, tous les indices qui sont dans l'image ont un sens. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir, je pense, pour le divertissement actuellement, des référents comme vous, pour guider les gens qui font le divertissement. Mais pas à l'idée pour montrer une vérité, mais pour pousser à traiter la fantaisie et même l'image. Parce que quand on est capable de traiter un film d'animation, on est capable de traiter des informations à la télé. Voilà. Moi je pense que c'est un bon outil de démarche
pas scientifique, mais de traitement du faux, du vrai, tout en conservant, et je pense que c'est ce qui est important aussi dans la recherche ou même dans d'autres activités, c'est qu'on peut être rationnel, efficace, et en même temps conserver une part d'imaginaire. Et les deux peuvent se nourrir. Voilà. Ça, c'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être intéressant de montrer qu'il y a une approche aussi comme ça. On n'a pas besoin de choisir le faux tout le temps. Voilà. Puisque moi j'ai beaucoup ça avec, je travaille à Marseille aussi, les fake news, les fausses infos. Donc même quand on utilise des documents historiques, ils sont tout de suite mis dans des catégories, c'est faux. Mais on n'a jamais la démarche. Et je pense qu'il faut apprendre la démarche. Et je pense que des gens comme vous ont un savoir, chacun personnel dans son style. Voilà, mais je cherche donc des référents pour m'aider pour mes prochains projets. Et je peux partir, par contre, des recherches qui sont faites. Là, par exemple, j'ai un même projet pour les neurosciences, bon, ça ne me concerne pas du tout, mais j'ai une chercheuse au CNRS qui va suivre, enfin, va publier, et je vais accompagner son projet d'une version destinée au jeune public. Donc la démarche est complètement différente, mais intéresse le CNRS. Mais je ne touche pas à son projet principal. Donc ça demande un peu plus de travail, et comme moi j'ai déjà pratiqué les neurosciences, j'arrive à le lire. Pour l'archéologie, c'est sûr que là, je n'ai malheureusement aucune compétence. Mais j'écoute. Je suis très très bien. Voilà. Okay. Donc, ce qui va être intéressant en tout cas, voilà, c'est d'avoir, je pense, en tout cas en Lozère, mon projet, c'est d'avoir des référents voilà, pour m'aider dans ces projets. Alors, je ne suis pas obtus, hein. Je peux aller jusqu'en Haute-Loire, l'Auvergne, dans d'autres aussi. Moi, je ne suis pas aussi. La suite de l'histoire, ça ne serait pas la bête du Gévaudan. Alors, il y a la bête du Gévaudan. Alors là aussi, c'est un sujet particulièrement, là où je suis, houleux. Alors c'est plus que des légendes, c'est que, en tout cas au Malzio où je suis, aborder le sujet de la bête du Gévaudan, c'est une soirée entière d'engueulade, avec tout le monde participé, tout le monde a vu la bête, que ce soit les vrais, les scientifiques, et alors vraiment, ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà. La bête du Gévaudan, par exemple, c'est une cristallisation énorme de toutes sortes de personnes. Des experts en animaux, des experts, des historiens, et ça cristallise, c'est ça l'idée. Les légendes cristallisent toutes ces pensées-là. Il y a des gens qui essaient de faire une image, mais il reste toujours cette sensation-là. Mais Marco a eu son avis aussi, et je peux convier au Malzio prochainement pour participer. Et ça donne donc les grandes batailles, depuis des années dans les familles même. Voilà, la bête du Gévaudan et la bête, de toute façon, enfin moi je pense que voilà, c'est des inconscients collectifs, des animaux, enfin, et comme je disais tout à l'heure, enfin, même pas forcément les animaux, mais voilà, les pierres, moi par exemple la sensation dans l'ouvrage, et une sensation, pas que mystique, mais physiquement d'être lié à quelque chose de plus ancien que soi. Voilà. Ça je pense que ce n'est pas que gaulois, ce n'est pas que romain. C'est quelque chose qui a été par contre réutilisé par l'Église catholique par la suite. Il y a tout ce cheminement-là qui va être intéressant. Et donc je suis tombé sur un géologue qui, d'après lui, en fait, il y a juste un petit texte que j'ai repris, et je suis parti de ça, qui disait que, en fait, que la couronne, ce n'est pas celle, enfin, c'est pas celle du gaulois ou quoi que ce soit, c'est bien plus ancien. C'est la première fois qu'il y a une pensée sur des biens qui sont plus anciennes que nous, avec des formes étranges, et c'est la pensée qu'on a plus. Voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire d'un scientifique qui soit capable d'avoir une pensée extrême, et je pense qu'il peut être proche de la pensée d'une époque plus lointaine. Et c'était très intéressant d'avoir dans une phrase une démarche scientifique, et en même temps une pensée globale, anthropologique, qui traverse vraiment. Donc je cherche des intervenants, enfin, qui pourraient m'accompagner pour le projet des intervenants et qui me laissent tranquille. Merci à vous. Alors, comment on fonctionne là pour la MJC de Club Archéo? C'est la présentation générale, non, c'est ça? Vous voulez commenter ou...
Oui, on va Sinon, tu restes en bas et puis il y a le micro. Mais bon, c'est ça. Tu veux qu'il y ait un débat après ta projection ou... Ah non, c'est bon, non, mais moi je fais plus rien. Je trouve que c'est suffisamment confus. Non, Pas de débat. Parce ça va la que... confusion, bienvenue au club de Rodez. Je suis impatient quand je vais c'est curieux. Le tracteur agricole, c'est la plaie de l'autre bras. Pardon. Alors, tu me diras comment on clique. Quand on clique, on fait. Oh, je peux le faire pendant un pause café. C'est vrai que ça fait un peu divertissement. Je ne sais pas. Oui, ça va faire une petite pause. Alors, on va vous proposer un petit truc pendant la pause café. Bon, après, c'est un intermède. On va vous faire l'intermède Lento d'Aubrac et de Marjolide. Voilà. Un petit aparté, comme d'habitude, je suis... Pas trop fort, pas trop, ça y est, c'est bon. Comme d'habitude. Pas trop fort. Faut pas réveiller la pause café. Donc j'ai reçu les documents, je vais improviser dessus, comme d'habitude. Donc c'est sur les linteaux, justement, les pierres à récupérer du granit, peut-être sur les bois, et sur le retour d'une marche en Lozère. Et donc Frédéric Reston, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a fait ce petit document que je vais vous lire, parce qu'il n'a pas pu vous lire, mais il devait développer autour de ces linteaux. Alors, Les ailes, oui. le linteau en modèle, comment on appelle ce qui est en bas? C'est pas un bassin? Alors, il n'est pas présent. Alors, par contre, je suis très mauvais pour tout ce qui est architecture. C'est pas vrai. Mais peut-être que oui. Peut-être que les archéologues devraient faire un mot fonctionnel. Un pas de porte. Parce que littéraire. On avait entendu parler de bassoir, une liste aussi. Ah, bonsoir. Ça. En tout cas, le nom. Oui. Le nom est beau. Alors, linteau et mur gravés de Marguerite Mar et de Braque. Donc, autour d'une balade, d'une marche et d'un marcheur. Il y a de la musique? Ah oui, d'accord. Alors, si c'est de la musique, c'est plus cher. Ça va être court, c'est par longtemps d'être plus lourd. Juste un texte, laissez passer les paysages rudes. En cette terre rude, de granit et de vent, l'habitat paysan en pierre domine. Ce bâti ancien recèle toute une symbolique dans le sens c'est perdu. Petit patrimoine discret, ne se révélant aux promeneurs les plus attentifs. Le granit, matière difficile à renier, assure la pérennité des œuvres, mémoire de nos campagnes. Rites chrétiens et rites ancestraux se sont mélangés pour marquer les habitations d'une série de signes bien visibles pour toute la communauté villageoise. Le plus souvent, l'on ne retrouve qu'une date, parfois accompagnée d'initiales. Parfois, les propriétaires des maisons ne se sont pas contentés d'inscrire leur nom sur le linteau de la porte principale, mais ils ont souvent complété cet espace par des éléments décoratifs, des signes religieux et profanes. Les anciens pensaient qu'il était possible de se préserver des valeurs et des forces qui nous mettaient dedans. Face au danger qui les entourait, ils ont développé un ensemble de croyances. Les décors encore visibles aujourd'hui sur le bâti ancien sont le produit d'une mentalité, d'émotions, de croyances. Ils nous renseignent sur le sens perdu de la pensée symbolique du monde rural de jadis.
Tout comme dans la représentation romane, les symboles gravés dans le granit remplissent une fonction médiatrice entre le ciel et la terre, le réel et le rêve. Les linteaux de portes anciennes sont de véritables livres ouverts qui racontent les rites et les croyances laissés par les populations d'autrefois. Ils témoignent aujourd'hui encore. Alors j'ai un texte sur les symboliques que je peux aborder. Les symboles que l'on retrouve encore sur certaines maisons marquaient la volonté des anciens de protéger les habitations, d'opposer un rempart en âne, d'attirer la prospérité, la fécondité, l'abondance des récoltes, la vigueur du bétail. Le laurier, symbole de l'immortalité et de la puissance, protégé autrefois de la foudre. La croix, signe fort en cas de danger, symbole protecteur contre toutes les formes maléfiques. Le cœur, symbole de la fidélité, l'honneur, vous voyez. La spirale, très intéressant, symbole du mouvement permanent de la vie de la fécondité, l'accomplissement de soi, la croyance dans la vie de la vie. Évidemment, l'équerre, symbole de l'espace, qui bracelet. Évidemment, la coquille solaire, voilà, c'était un petit internet sur le pied. Bon. Il n'est pas là, hein, c'est lui qui m'a tout préparé. C'est le bord, le bassoir. Hein. Bassoir. C'est ça. Hein. Et le linteau, c'est toute la partie supérieure. Ouais, c'est ce qui tient la bassoir. Avec aussi le. Ouais. Et alors, c'est le rebord extérieur de la fenêtre. Ici. Ici, non, mais je pense, voilà, parce que là, c'est la Lozère, enfin le nord, je pense un peu. Et l'Aubrac, on a fait de l'Aubrac aussi. Hein. Oui, il y a des choses d'autre De toute Loire, façon, oui, là, c'est vrai. il y a du Gévaudan, L'homme au fusil, là, je l'ai vu quelque part. C'est Nasvina, c'est au Bouche Saint-Nicolas. Oui, Nasvina. Ouais. Mais c'est vrai que là, dans les bureaux, voilà, il y a cette présence. Tu vas trouver tu as des endroits dans le canal où si tu vas à Tournemire, par exemple, dans le canal, tu as des linteaux qui sont faits. Tu as carrément la dédicace qui dit Monsieur Machin, à l'occasion de son mariage avec Madame Pécule, a sculpté ce linteau à telle dame. Tu as un machin Dans du granit, ça, moi. avec la dame, ça a été fait à l'occasion du mariage. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est aussi quand même une matière qui peut durer. Ça se fait dans un temps. Puis, on est plus archéologue. C'est vachement assez général parce que quand tu vas dans le Sud-Aveyron, C'est le reste un peu. tu as des endroits où tu vas des collègues, tu vas à Sylvanès, à côté de la ville de Sylvanès, tu as une maison où tu as les armes du maréchal Ferrand, sur le réseau de porte, elles sont sculptées comme ça, tu as les symboles du maréchal Ferrand, tu as le fer, D'accord, c'est plus présent. tu as la tenaille, tu sais que c'était la maison du maréchal Ferrand, mais c'est identifié. tu veux que je te mette une espèce de carte si j'y arrive? Oui, si tu en as une sous la main. Ouais, Je dirais après. Quelque chose qui est Plus fréquent. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. et oui, attends, Je dis ça. je sais pas comment je vais faire. Mais vas-y, commence et j'essaierai de. D'accord. Alors attends, voilà. Transition. Moi je vais vous parler plus précisément des capitales qui ont été au cours de l'histoire, donc entre le 3e et le 6e siècle, qui ont été abandonnées, comme Javol, qui est devenu Mende, ou Saint-Paulien qui est devenu Le Puy, ou Alba qui est devenu Viviers, etc., etc. Il y en a d'autres dans toute la France, et c'est pas seulement notre région
en particulier ni l'Occitanie qui est jouée dans cette affaire, mais il y en a autour de Gap, il y en a en Bretagne, il y en a en Normandie, des cités comme ça, Corsol par exemple, qui a donné tout simplement une capitale différente à la Bretagne. Il y a eu seul, en Bretagne, il faut le savoir d'ailleurs, seuls les Ruédones, donc les habitants de Rennes, ont conservé leur capitale. C'était une condate aussi, hein, entre l'île, confluent entre l'île et la Vilaine. Toutes les autres ont été déplacées pour X ou Y raison. On va voir essentiellement, on va voir qu'il s'agit quand même d'un développement et d'une nécessité de regrouper tout ce qui est d'abord épiscopal et politique, et non pas jouer sur la carte. La ville a été détruite. Alors certes, pour Javol et pour Saint-Paulien, pour ce que j'en connais, elles ont été détruites, effectivement, hein, à plusieurs reprises par les invasions. Ça, il n'y a absolument aucun doute, on n'y reviendra pas. Dans l'inconscient collectif, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en début, la pogrom est sans doute peut-être l'imagination et la création des gens de cette espèce de dragon qui étaient les invasions successives, hein. En 3 siècles et demi, ils ont vu à peu près passer tout le monde, quoi. Donc globalement, et c'était pas des copains, hein, c'était vraiment de la destruction pour de la destruction. Donc ça avait vraiment un caractère, c'est pour ça que ces légendes ont perduré, elles ont été adaptées à d'autres choses, mais en l'occurrence aujourd'hui, faut savoir que toutes ces capitales dont on va parler maintenant ont perdu en premier leur fonction politique. Elles ne sont plus capitales parce que tout simplement les gens qui la dirigent migrent ailleurs. Alors pourquoi ils migrent ailleurs ? Tout simplement, en l'occurrence pour Mende et encore pour Le Puy, c'est très simple, ils vont aller d'abord à des endroits où il y a un centre d'abord religieux avant politique, et les deux se mélangeront plus tard. Il faut vraiment attendre le Xe siècle pour avoir les premiers mouvements de féodalité avec déjà une séparation d'un pouvoir politique et l'Église, encore que l'Église chapeautera tout pratiquement jusqu'au XVe. Hein. C'est elle qui commande, c'est elle qui dirige. Mais là, en l'occurrence, au 1er, 2e et 3e siècle, c'est avant tout une création de capitale qui représente l'état dans lequel était la population à cet état-là, à ce moment-là, pardon. Par exemple, on a pris tout simplement à Ruessio à l'époque, qui se trouve l'oppidum, la partie gauloise se trouvait au-dessus de l'actuel château de la Roche-Cambert, qui a été fouillé donc pendant 2 ans consécutivement par Marie-Caroline Curzage, qui a fait pas mal de travail de fouilles là, et qui a tout simplement migré au 1er siècle, la Pax Romana, tout le monde est descendu dans la plaine. Il n'y avait plus de raison de se faire la guerre, il n'y avait plus de raison d'être en conflit avec qui que ce soit, on n'avait pas de nécessité de se défendre, c'est-à-dire d'occuper une partie beaucoup plus en hauteur. Hein. Le problème qu'il faut savoir, c'est que Saint-Paulien n'a pas de point d'eau. Il n'y a pas de ruisseau qui le traverse, en tout cas à proximité. Hein. Et quand je parle de ruisseau, j'englobe des choses comme le Bourbouillou qui sont quand même déjà à au moins 1 kilomètre de la sortie par rapport à la ville elle-même. La borne étant pratiquement à 3 kilomètres. Ce qui n'est quand même pas le cas pour Javol qui a qui est traversée par un ruisseau qui s'appelle le Triboulin. Hein. Donc la particularité de toutes ces capitales, c'est qu'elles sont généralement installées dans des endroits qui ne sont pas toujours très très bien calculés au départ. Il faut le savoir. Hein. Géographiquement en tout cas, c'est pas des endroits particuliers, c'est pas des endroits. Quand on parle par exemple d'Arles, on est au bord du Rhône, on est à un développement, il y a un circuit de commerce qui passe à proximité, etc. Donc la ville va grossir, va s'enfler, va devenir beaucoup plus grande.
que ce soit Javol ou Ruessium, c'est clair, il n'y a pas de... On n'est pas sur des axes de développement de ce type. Hein. Donc si Ruessium va migrer à la fin du 5e siècle, début du 6e au Puy-en-Velay, c'est parce qu'au Puy-en-Velay, depuis l'époque néolithique, tout simplement, il y a un lieu qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de pèlerinage, mais il y a un lieu religieux avéré sur le rocher de Corneille. Effectivement, il y a un dolmen, etc., etc. Il y a des prêtres, et le côté 6e siècle va faire la bascule entre ces anciennes religions et la nouvelle, la chrétienne. Je ne dis pas catholique, je dis chrétienne d'abord dans un premier temps. On parle de chrétien, on ne parle pas de catholique. Hein. C'est pas du tout la même chose, c'est une religion chrétienne. Donc on englobe tout ce que c'est aujourd'hui. Après, quand on parlera de catholique, c'est juste pour différencier protestantisme, etc., etc. Donc on fera un distinguo beaucoup plus important. Mais à l'époque, on est chrétien. Et donc l'évêque va progressivement s'installer à cet endroit-là. Pour vous donner une ordre d'idée, on va tout simplement, absorber l'ancienne coutume pour la christianiser. Voilà. La table du dolmen qui se trouvait au puits est devenue ce qu'on a appelé la pierre des fièvres. Aujourd'hui, ce n'est plus la même, puisqu'elle a été cassée au moins 2 fois. C'est plus du tout celle d'origine, mais c'est le même principe. Elle est là, c'est la pierre des fièvres. C'était la table du dolmen initial. Donc, on est sur un centre religieux très important au départ, ce qui n'est pas le cas de Ruessium, qui va, même si le système épiscopal est installé à Saint-Paulien, il n'est pas la chose prioritaire de l'installation au sens propre du terme. C'est d'avant tout une cité qui n'est pas d'ailleurs d'une très très grande importance, même si aujourd'hui on sait à peu près où elle se situait géographiquement à l'endroit où se trouve Saint-Paulien, puisque suivant qu'on était en gallo-romain au Moyen-Âge et puis au 17-18e, elle a glissé, la cité de Saint-Paulien a glissé légèrement pour arriver maintenant à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement sur le plat, carrément. Avant, la partie place du Marché d'Yal ancienne était le forum, grosso modo, c'est là où se coupait le Cardo et le Decumanus, donc est-ouest, nord-sud, et on avait cette particularité aussi à cet endroit-là. Ça a été retrouvé d'ailleurs pendant la création d'un lotissement. Malheureusement, il n'y a pas eu de protection à ce moment-là, mais il y avait un petit aqueduc qui amenait l'eau qui venait d'un peu plus haut de Saint-Genès près Saint-Paulien. Donc on sait qu'il y avait un aqueduc qui amenait l'eau, parce qu'il n'y avait pas de source d'eau sur l'actuel Saint-Paulien. Donc c'est assez étrange d'avoir fait des villes juste en fait, si vous voulez, à vol d'oiseau, à quelques 1 ou 2 kilomètres de l'endroit où se trouvait l'oppidum avant. Grosso modo, c'était à peu près ça. On est descendu en fait de la montagne, tout bêtement. Je pense que l'installation de Javol, c'était à mon avis à peu près pareil, encore que la situation d'un oppidum autour, d'après ce qu'on nous a dit récemment, c'était pas encore bien joué. On sait pas trop où il était bien situé. Ils envisagent qu'il était la partie gauloise se trouvait au-dessus du Régimbal, c'est ça ? Régimbal. Voilà, Régimbal. Donc c'était à peu près ça, oui. C'était à peu près ça. Et donc la particularité qu'il y avait, c'est que tout le monde est descendu, là encore une fois, dans la plaine. Seulement la difficulté pour Javol, c'était que le Tréboulin, il n'avait pas envie qu'on s'y installe parce que lui, de temps en temps, il déborde. Et quand il déborde assez méchamment, d'après ce qu'on nous a expliqué. Donc ils l'ont canalisé, carrément, pour l'installer. Mais quand on est dans une vallée, c'est facile de se faire attaquer. Il suffit de partir au grand galop d'un côté et puis on balaye tout sur son passage. C'est exactement comme l'eau. Donc à plusieurs reprises, autant Ruessium, donc Saint-Paulien que Javol ont mal vécu
les diverses attaques entre la fin du 2e, le 3e, 4e et 5e siècle. Pour les dernières, ça a été vraiment, comment dire, des successions de ruines, de destructions pour le moins massives, etc., etc. La particularité, c'est que tout le système politique va finir par migrer, mais migrer dans des hauteurs. Cette fois-ci, on va reprendre de la hauteur, puisqu'il faut savoir que le puits, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est sur une hauteur. Hein. On est carrément sur des rochers, là. Hein. Ce sont le reste enfin, c'est le centre des volcans qui sont là. C'est la cheminée de certains volcans qui est restée là. Et donc, on est sur des systèmes de hauteur. Là, de nouveau, au Mende, on est encore, enfin, pour la cité ancienne, on est sur un petit promontoire, etc., etc. Viviers, c'est pareil, c'est légèrement surélevé, hein, par rapport à Alba, qui, lui, est dans une vallée, encore une fois. Donc, la plupart de ces cités étaient totalement indéfendables. Elles ne pouvaient pas, et même avec au 16e, donc 15e même, Saint-Paulien essayait de se faire un rempart et ça n'a pas suffi contre les invasions, notamment là des Huguenots. Là, ça a été une catastrophe encore. Il y avait beau y avoir des remparts, ça n'a pas suffi encore. Donc la principale cause du déplacement de ces capitales qui ont été classées d'ailleurs avec un nom gentil de capitale éphémère. C'est Alain Frédère qui avait trouvé ce nom, qui avait déterminé. C'est Ferder, pardon. Ferdière. Oui, Ferdière, pardon. Donc, qui avait donné ce nom. On aura la possibilité ensuite de voir que les déplacements successifs, tout ne s'est pas fait en un jour, hein, que c'est pas tel jour qu'on a décidé que Javol irait à Mende, hein, c'est progressivement que c'est parti, mais pour Javol et pour Ruessium, ça a commencé à peu près au IIIe siècle, pour s'achever pour l'une Javol au fin 4e et pour le Puy, enfin pour Saint-Paulien et le Puy fin 5e, début 6e, en gros. Hein. Donc, alors, pour revenir un petit peu aux légendes aussi, il faut savoir qu'on a Saint-Paulien et sous le vocable de Saint-Georges terrassant le dragon, on y revient, on a conservé au Puy sous le vocable de Saint-Georges, dans un premier temps, j'insiste, puis de Saint-Vosy en plus, derrière, voilà, qui était le patron évangélisateur de l'endroit, pour devenir tout simplement, donc après, effectivement, Notre-Dame de France, donc sous le vocable de Marie. Donc c'était vraiment, au départ, encore une fois, vous voyez que on boucle pas, mais on revient sur les légendes du dragon terrassé par l'évangélisateur, etc., etc. Donc c'est toujours la même histoire. On retrouve donc toutes ces migrations, on les retrouve d'une part dans les écrits de Grégoire de Tours, etc., qui expliquent au fur et à mesure comment vont être prises les décisions pour migrer, l'importance que va prendre la religion chrétienne à l'intérieur même d'une autre cité et pas de celle-là. C'est pour ça qu'on va finir par la choisir. On sait par exemple que c'est en 475 que l'évêché de Alba va partir à Viviers. C'est à peu près, je vous l'ai dit, en 580 que celui de Ruessium va partir au Puy-en-Velay, donc Podio Anisienne 6 exactement, que celui
de Javol va migrer beaucoup plus tôt, lui, en 420-430 environ. Hein. On n'est pas, encore une fois, à la... Mais il faut savoir que l'évangélisation en Gaule va commencer à partir du IIIe siècle. La vraie évangélisation ne va pas commencer à partir du IIIe siècle. Autrement dit, il va y avoir des évêques qui vont migrer un peu partout en France et qui vont porter la bonne parole. Cette bonne parole va commencer à supplanter les anciennes croyances. Hein, c'est pour ça qu'on va, il faut bien dire, massacrer une bonne partie des dolmens, des menhirs, de tout ce qui donnait une image de l'ancien, des anciennes croyances pour ne devenir que les nouvelles. Entre 260 et 275, on a les premières invasions avec les Francs, donc qui vont descendre pratiquement jusqu'aux Pyrénées. Hein. C'est quand même assez important. Ensuite, on a une deuxième méchante attaque entre 470 et 480, où là, c'est les Visigoths. Entre-temps, il y a les Alains, etc., Alamans, donc, et même les Vandales, ils portaient bien leur nom. Donc, ces deux invasions, qu'elles soient en 260, 275 ou 470 et 480, ça a été vraiment pour la Gaule quelque chose d'énorme. C'est pour ça que quand on disait tout à l'heure que Puechcrema pouvait avoir été non pas à l'époque gallo-romaine, mais bien plus tard brûlée, il se peut que ça fasse partie de ces invasions, que ça a été, disons, incendié à ce moment-là. Rien n'est moins sûr, bien évidemment, on ne peut pas le déterminer, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ne laissaient rien sur leur passage. Hein. Que les choses soient bien claires. Donc ceux qui arrivaient à se sauver, ça allait bien, les autres étaient massacrés sur le terrain. Hein. On a là aussi pas mal de chroniques, donc en règle générale, ces chroniques viennent de religieux, hein, Sidoine Apollinaire, Grégoire de Tours, etc. Donc il y a aussi un parti pris auquel il faut faire très attention. Hein. On ne peut pas non plus, certes les Vandales sont des Vandales, c'est une affaire entendue, mais peut-être que tout ce qui est décrit dans les chroniques n'est pas forcément non plus aussi violent que ça pouvait bien l'être. Hein. En outre, il n'y avait quand même pas des millions d'habitants comme il y en a aujourd'hui. Donc, stupide mais pas tant quand même, il fallait laisser les gens travailler pour manger. Sinon, on n'avait pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi la particularité de toutes ces chroniques de nous avoir fait croire pendant très longtemps que ces invasions avaient été aussi barbares. Hein. On n'a pas jusqu'à maintenant de contre-indications qui disent que c'était pas si violent, mais que ça ne l'était pas non plus. D'accord ? Donc il y a beaucoup de sièges épiscopaux donc, qui vont migrer, comme l'ont été ceux de Javol et ceux de Ruessium. On aura par exemple celui de Carpentras, je vous les cite comme ça, Saint-Quentin dans l'Oise qui deviendra Noyon avec la cathédrale. Donc, vous voyez, on construit une cathédrale, donc forcément, plus tard bien sûr la cathédrale. Hein. Donc là, on change vraiment. Il y a Lillebonne en Normandie, il y a Jublain en Mayenne, etc., etc. Enfin, toutes ces cités vont migrer pour devenir une autre beaucoup plus importante, à des carrefours de voies la plupart du temps. Hein. Si au départ les grandes voies de circulation dont on parle en ce moment, comme la Via Agrippa ou Voie Bolena, etc., qui partent de Lyon et qui vont jusqu'à Bordeaux, sont des lignes directes, au bout d'un moment, au moment de la commercialisation, certaines cités vont s'installer au bord de ces grandes voies de communication. Ça paraît logique. Hein. Certaines vont s'étendre, d'autres pas du tout, mourront tout simplement, disparaîtront. Mais dans la plupart des cas, les cités
plus tard, au 3e, 2e, 3e siècle, vont commencer à s'installer autour de la voie. Et quand on disait tout à l'heure que effectivement ce qu'on voit aujourd'hui ce ne sont que les autoroutes, bien sûr, ce sont que les grandes routes principales, ce ne sont pas des routes qui étaient uniques. Il y avait effectivement tout un tas de circuits à l'intérieur, telle une toile d'araignée, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos routes. C'est une évidence absolue, on n'habitait pas tous au même endroit, hein. Donc il y avait vraiment ce côté, nous ce qu'on étudie, c'est la voie principale. Après sur les côtés, bien sûr, il y avait... Donc on retrouvera aussi la cité des Vauconces, donc en Narbonnaise, au Ventoux, le long de la Durance aussi. Certaines voies certaines cités vont changer de place. Donc Luc-en-Diois par exemple, ou Sisteron ou Gap deviendront des capitales alors que précédemment elles ne l'étaient pas. Voilà, c'était vraiment, comment dirais-je, des choix stratégiques, des choix politiques et surtout des choix religieux à l'époque, puisque la nouvelle religion va s'installer. Au sens strict du terme, le côté religieux, bien sûr, suit le côté politique à cette époque-là, hein. On n'a pas de séparation entre l'Église et de l'État, ça n'existe pas. Ce sont d'ailleurs la plupart du temps, et ça le restera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en ce qui concerne les États du Velay par exemple, c'est l'évêque qui est baron des États du Velay. Il siège aux États du Velay. D'accord ? Donc, et ça sera valable aussi pour le Gévaudan, ça va être pareil aussi pour la région de Nîmes, etc. etc. Donc la particularité, c'est que c'est à la fois l'évêque qui est en même temps le patron politique de la région. Hein. La difficulté qu'il va y avoir après, c'est de faire la transition, et ça se passera à peu près à l'an 1000, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la naissance de la féodalité, où là, certains aristocrates vont vouloir prendre un petit peu de liberté, hein. Même si elle n'est pas bien grande, ils vont la prendre quand même. La particularité en même temps de ce moment-là, c'est qu'il va diviser, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Avant le 2e, 3e siècle, on ne parlait pas encore de Gévaudan, de Velay, d'Arverne, c'était un espace, ça n'avait pas de nom. On ne lui donnait pas comme Ruessium, on ne disait pas que c'était la capitale du Velay. Elle deviendra Civitas Velavorum au IIIe siècle seulement, hein. Avant, on ne dit pas que c'est une capitale. Ça n'existe pas, ce sens-là, ce mot-là n'a pas de sens comme on l'entend aujourd'hui. Donc la particularité qu'il va y avoir de toutes ces époques qui vont se suivre, c'est qu'elles vont donner naissance à ce que ça va être la politique, et cette politique de l'Église va donner la politique qui aura à partir de l'an 1000, c'est-à-dire vraiment quelque chose de bien séparé. On va donner vraiment là, pour le coup, on appellera ça le Gévaudan, la Margeride, le Velay, les Elviens de l'autre côté en Vivarais, etc., etc. Donc c'est particulier. C'est pas particulier, je veux dire, à notre région que des capitales aient changé pour des raisons politiques et religieuses. C'est dans toute la France comme ça. C'est aussi le cas, il faut le savoir, dans la partie nord de l'Italie, puisqu'on aura aussi ce genre de trucs. Et on a noté, j'ai retrouvé certains dans une province romaine qu'on appelle la Cyrénaïque, où les capitales de ces endroits-là, la Cyrénaïque, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Libye, hein, la Libye actuelle. Mais en Tunisie, c'est pareil, enfin, etc. Toute la partie Maghreb vont changer, les premières capitales vont changer au profit de nouvelles capitales. Donc, et en Cyrénaïque, par exemple, c'est le cas pour toute la région. Donc il y a 4 petites provinces. Les 4 petites provinces vont changer de capitale. Exactement. Et pour autant, elles n'ont pas le même problème d'invasion que nous on a et de destruction. Hein.
Donc ça prouve quand même qu'il y a une nécessité entre la politique et la religion de se poser de façon complètement différente et de choisir quelque chose de très nouveau aussi. Hein. Ça c'est important. Donc il n'y a pas de texte encore qui apporte une affirmation là-dessus. On ne sait pas pourquoi, vraiment, il n'y a pas un texte qui dise pourquoi Saint-Paulien n'est pas devenu le puits, pourquoi au contraire ça a migré. On ne sait pas non plus pourquoi Javol a migré à Mende. On ne sait pas non plus pourquoi Alba à la Romaine, donc aujourd'hui, a migré à Viviers. Ça, on n'a pas de texte. Il n'y a pas de texte qui disent pourquoi. Donc ce ne sont que, hélas, des conjectures qui permettent de penser que les endroits qui ont été habités après ce déménagement étaient considérés comme beaucoup plus religieux que ceux qui étaient précédemment. Et on estime tout simplement que l'installation chrétienne s'est faite dans ces lieux-là, et donc c'est pour ça que, administrativement et religieusement, les capitales, eh bien tout simplement, ont été déplacées. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion d'en lire un peu plus en ce qui concerne ce texte, puisqu'il était en préparation. Ça ferait partie de l'ouvrage que théoriquement on devrait faire incessamment sous peu. Donc vous aurez des précisions plus avant, et vous aurez surtout dans les notes de bas de page les références littéraires qui m'ont permis d'avancer là-dessus. Mais le travail n'est pas encore terminé en ce qui concerne donc le puits. Je suis en train de chercher d'autres informations pour recouper celles que j'avais précédemment. Merci. Où en est-on? Une petite pause café, Molly? Non. Ah oui, voilà, débat. Micro. Les adages au papa, pour les Romains, c'était un papa, ça pouvait être violent, ça pouvait être la papa, la. Voilà, c'est ça, oui, oui. Le mot barbare, c'est nous qui connaissons. Voilà. Parce que peut-être qu'il est petit. Bon, ils étaient certainement pas. Non. C'est pas forcément. Non. Il y a des textes quand même s'ils sont un peu dirigés, puisque écrits par des clercs, des ecclésiastiques, ils sont un petit peu dirigés pour évidemment cela jouer belle, comme on dit. Il n'en demeure pas moins que ça devait pas être simple quand même. Hein. Voilà. Voilà. Mais c'était pas ça. Vous venez de le dire, est-ce qu'on ne peut pas intégrer dans votre démonstration juste un simple fait purement un simple fait purement basique de vie, c'est-à-dire que vous dites que la cité de Saint-Paulien, par exemple, du Prado, la ville de Javol et de Rousseau, qui effectivement n'est pas particulièrement sympa quand il déborde. Lorsque vous avez un ruisseau qui déborde, lorsque vous avez pas d'eau, lorsque vous avez une crise qui se produit, vous êtes fragile. Est-ce que vous êtes fragile? Les cités qui sont fragiles, elles ne survivent pas. Oui. Donc, avant on sait que les auteurs qui ont fait ça, sinon un Apollinaire, c'est des religieux. Ils ont tendance à tout mettre sous d'abord le jour religieux avant de. C'est normal, c'est pas économiste, c'est pas non plus. Donc, ils ont un filtre, Grégoire de Tours, il y a un filtre qui est celui plus écrit, pour les écrits de Grégoire de Tours sont orientés. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord envisager que ces cités ont décliné tout simplement parce que les gens ne pouvaient plus le vivre? Oui. Vous avez une crise à un moment donné, c'est pas documenté, certes, ça n'a pas. Oui. Vous avez une crise à un moment donné, une crise de population, une augmentation brutale de la population quand vous n'avez pas d'eau, parce que votre aqueduc ne suffit pas. À un moment donné, il faut décider de savoir où on met les gens. Si les gens ne vont pas eux-mêmes demander à aller vers du coin, qui est déjà un coin, on peut plus vivre ici. Les gens aussi, même s'ils ne vivaient pas dans une grande démocratie, je pense que
si vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes dans un lieu qu'on peuvent tous vivre, à un moment donné, l'évêque, il a beau dire qu'il veut aller dans un lieu plus sain, il va d'abord déménager parce que sa population, elle se retourne contre lui. Donc, est-ce qu'on a. Et là, je ne suis pas certain que les gens aient documenté le fait que les gens étaient. Non, il y en a d'autres comme Fred Heger qui ont chroniqué là-dessus. La particularité qu'ils avaient de donner des informations, c'était dirigé avant tout sur leur propre religion de chrétiens et pas sur les difficultés du peuple qui était dans le coin. Je suis d'accord avec vous sur Saint-Paulien qui pouvait avoir des difficultés par le manque d'eau, parce qu'effectivement ça pouvait être un point important. Il n'en demeure pas moins que à chaque fois qu'il y a un déménagement, il y a basiquement, je dirais, un miracle qui se produit à la nouvelle capitale. On a vu ça au Puy-en-Velay, d'ailleurs la fondation du Puy repose sur une apparition, etc. Donc c'est le côté quand même religieux qui vient là. On a toutes ces histoires qui sont présentes à chaque fois qu'il y a un changement d'état. Donc ça va aider en quelque sorte à prendre une décision. Mais je suis d'accord avec vous, c'est probablement l'endroit qui d'abord est pas ou plus viable ou vivable et pas du tout une question religieuse. Même ici, comme Jean-Paul, même si c'est Saint-Paulien, je ne connais pas, mais même ici, comme Jean-Paul, si vous devez avoir une crise de population, par exemple une forte augmentation de la population, parce que vous êtes en offre de voix, vous avez des gens qui passent, etc. Vous avez des populations qui viennent s'implanter, comme les Visigoths ou autres, qui s'implantent là, et tout d'un coup, vous vous trouvez avec un afflux de population inattendu, même si comme Jean-Paul, vu l'endroit où il est placé, à l'altitude sur un haut plateau, avec des conditions climatiques qui peuvent être difficiles, etc. On le voit à mon les conditions climatiques peuvent être compliquées. Mais je ne suis pas sûr que la cité devienne vivable si vous augmentez votre population de 30%. Oui, mais on est d'accord. C'est bizarre quand même, c'est assez bien canalisé de tous ces glissements de capital. C'est étrange. Il doit y avoir un problème qui soit lié simplement aux difficultés. Aux difficultés de vie. Alors j'ai pas creusé encore et j'ai pas voulu vous en parler, mais on peut rapidement aborder le sujet. Il semblerait que des conditions climatiques et météo aient fait aussi que certaines populations aient dû migrer. Pour l'instant, j'ai pas pu vérifier ça avec une absolue certitude, mais il semblerait qu'effectivement les conditions climatiques aient été très dures les 3 premiers siècles de notre ère. On peut faire des recouvrements avec des recherches qui ont été faites par certains archéologues, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont fait des évoluer les terrains, pour savoir à peu près, rapportage de collège, de carottage, de carottes, pour savoir à peu près à quelle époque quelle pouvait être le type de météo ou autre. Peut-être que ça vaut le coup de faire le recouvrement et de se dire, voilà, c'est parti, par exemple, 4e, 5e, je ne sais pas, le 4e siècle, ou entre le 3e et le 6e, on a une crise climatique majeure, comme les crises climatiques qu'on a pu avoir au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, ou autre, et où les gens, soit ils meurent sur place, ou soit ils déménagent ailleurs, et soit c'est peut-être l'évêque qui fait un miracle. Voilà, c'est ça. Mais, bien sûr. Voilà, c'est plus. Après, qu'il y ait des sites anciens, où la religion ancienne, sanctuaire ou autre, je suppose que les sanctuaires ou au puits, il y en avait, oui. Voilà, oui. Non, mais je suis d'accord. Mais là, je suis en train de travailler là-dessus, justement, parce que les conditions climatiques sont un des facteurs les plus importants, tout comme j'avais complètement zappé un problème qui était assez récurrent ici et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était la sismographie. La terre a tremblé pas mal, on s'est fait secouer assez violemment dans le coin et notamment autour du puits où à des moments des choses ont été détruites. On a eu des pertes de population. Donc on a eu quand même des modifications à la fois de climat, des modifications géographiques en quelque sorte,
qui ont fait que, bon, il n'est pas impossible que ça ait Pardon ? Voilà. Oui, oui. On est d'accord, oui, oui. Non, mais c'est pas une seule chose. C'est un ensemble de phénomènes qui a amené ces départs. Ce n'est pas un seul facteur. C'est tout un ensemble. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble de facteurs. Oui, c'est une partie en tout cas de ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre qui devaient trouver des solutions complètement différentes, quoi. C'est tout. Et puis ils avaient l'impression d'avoir été abandonnés par Rome, enfin, etc., etc. Il y avait tous ces facteurs-là qui rentraient en jeu, et suivant les endroits où ils se trouvaient, c'était un petit peu différent, mais ça a donné des dates un peu, une centaine d'années près, puisque Rhuetium migrera 100 ans quasiment après Javol, mais c'est exactement du même du même sort, de la même façon de voir les choses, c'est tout. Alors le Velay a eu cette particularité, comme il est planté sur un plateau de l'autre côté de l'Allier, d'avoir été un peu moins secoué par les invasions. On a cette espèce un petit peu de défense naturelle qui fait que tout ce qui venait de la vallée du Rhône et tout descendait plutôt par ici que de monter là-haut sur les plateaux. Mais il n'empêche que quand même on a vécu des moments un petit peu difficiles. Donc ça nécessite quand même qu'on voit le cas échéant les choses d'une façon différente. Mais encore une fois, il n'y a pas qu'un seul événement qui a fait changer ou fait migrer les gens dans une autre capitale. Oui, parce que ça ne s'est pas... Enfin, oui. Là, encore une fois, on n'a pas d'écrit, pas d'informations sur le sujet, mais c'est clair que, comme on le disait tout à l'heure, ça ne s'est pas passé en une seule journée. On n'a pas décidé le lundi que le mardi matin, on devait tous se trouver ou à Mende ou au Puy. C'est pas ça. La chose a été très progressive, mais l'abandon des cités n'a pas été non plus complète. Des gens sont restés, puisque Saint-Paulien existe toujours et Javol existe toujours. Donc il y a toujours eu des gens à ces endroits-là. Néanmoins, le pouvoir politique et religieux a migré ailleurs. Par contre, là, c'est clair. Oui. Rodez, c'est une cité très puissante à l'époque. Oui, ça n'a pas bougé. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas bougé, comme Clermont, par exemple, n'a pas bougé. Il y a des choses... une ville comme le Montbrison n'a pas bougé, alors que Feurs est devenu Saint-Étienne. Les Ségusiaves ont migré à Saint-Étienne. Enfin, ce qui deviendra Saint-Étienne. Donc, on ne sait pas pourquoi. Alors que Feurs était le noyau. Le Forum Ségusiavorum, c'était le noyau par lequel il y avait les deux voies se divisaient, une pour partir vers Clermont et Saintes, et l'autre pour descendre par ici. Donc on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas développé. Ça aurait dû se développer à cet endroit-là, puisque c'était quand même un nœud routier. Il n'y avait pas de... Et non, Montbrison est devenu plus gros alors qu'il n'y avait rien, sauf le passage de la Loire. Bien, je vous remercie.
Tu l'as enregistré ça? Alors normalement c'est enregistré, pratiquement je sais pas si c'est direct. Et ben ça me plairait bien d'en avoir une copie. Ah, Sylvain Sucellus. Sylvain Sucellus. Alors, c'est toi, Z. T'avais besoin de quoi? Ah oui, mais elle est pas là. Ah, mais non, mais elle est pas. Ah, non. Attends, je te donne le micro. Mais viens, un petit effort, allez, un petit effort. Alors, on voulait vous parler de la statue, la grande statue de. Je vais essayer de vous la trouver, je vais sur mon téléphone. Non, mais comme un texte un travail en 3D. Ce qui est intéressant à Javolmen, c'est l'application du Javolmen. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça, pour ceux qui connaissent pas, ça je. Non, parce que Non, en fait, elle ne devait pas venir, je te l'ai caché, mais elle a dit, je te répète, actuellement à Javol, il y a la fête des forestiers, ils ont dû ouvrir le musée, donc elle est de service. Mais elle nous regarde en théorie sur YouTube. Et elle surveille ce que tu vas dire en plus. Non, c'est juste que Allez. Ulysse est un dieu sylvestre. Passe-lui. Le dieu des forestiers, j'ai peut-être déjà dit. Du vin. Le vin, c'est les Gaulois. Je fais simple. La bière, c'est le style. La Servoise. Servoise, ouais. Ou le Freinet, puisqu'il connaissait avec le Freinet. Attends, je vais essayer de. Alors, Sylvain Sucellus. Je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Mais... Alors, on va essayer de vous le présenter parce que. Si, on va vous la donner, mais le temps que je la télécharge sur. Différentes représentations nues. Ou un peu plus habillé, on va voir. Après, sur le site, ce qui est intéressant, il y a un mélange entre la version gauloise et romaine. Et voilà, plusieurs intéressant de voir ces transitions. Qui adopte qui. Dans quel sens ça va. C'est assez intéressant. Alors, sur le site, il y a des affaires, mais c'est surtout le tonneau. Ah non, pas l'hypocrase. Étant une invention gauloise, les Romains étant plutôt en force, c'est ça? Oui. C'est ça, donc il y avait ce lien-là aussi d'un savoir. Ce qui est intéressant, c'est quand même toujours ces échanges qui vont justement dans plusieurs sens. C'est un peu peut-être aussi la force. Alors, Sylvain Sucellus. D'arriver à prendre, à donner, mais aussi si ça marche. Alors voici Sucellus. Très beau. Il n'a pas son marteau, mais normalement il tient un marteau, un tonnelet, pas une enfant, mais un. Mais il y a des versions plus complètes, mais il y a très peu de versions plus. Il vient à Javol, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que je suis tombé sur Internet, ils l'ont scanné. Vraiment, pour faire un petit complètement scanné, donc pour le préserver, pour le réutiliser aussi dans. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est la manière dont ils ont transformé tous les éléments qu'ils ont en numérique. Il y a les représentations, il y a quand même les anciennes maquettes, et sur place, on peut vraiment s'y rendre compte. Et ce qui est vraiment agréable, c'est d'avoir physiquement, vraiment la ville, et après la redécouvrir avec les musées du à côté. C'est vraiment une sensation très étrange.
Il est possible qu'il crase quelque chose, mais là, normalement, je crois des tonneaux, alors des tonneaux des enfants, ça dépend. En haut à droite, là. C'est un bœuf, hein. C'est un bœuf. Peut-être qu'il a posé quelque chose, parce que normalement il a son. C'est pas un marteau, c'est un maillet. Non, c'est pas forcément pour taper sur le canal, c'est aussi qu'il tape fort, parce que sans Zetsi, je crois qu'il fait des liens avec les morts, il a une capacité, celui-là c'est qu'il tape fort, donc il a aussi une puissance physique, alors je ne sais pas si c'est pour fabriquer des tonneaux, mais je pense que le marteau a aussi une autre symbolique, enfin le maillet, le marteau, peut avoir aussi... voilà, mais c'est pareil pour l'enfant. Il faudrait vraiment avoir le... Non. Oui, alors quand on ne sait pas ce qu'on dit, on se tait. Ah mais c'est... de toute façon c'est... Oui, c'est un maillet. Ah oui, c'est maillet, ouais. Un maillet. Ah non. Ah oui, tout à fait, mais il est forestier aussi, donc il est possible aussi que ce soit un outil aussi lié, c'est aussi la puissance, la force, voilà. Mais par contre, il fabrique. C'est comme un truc à vapeur. Fabrique, Faber, je pense que c'est pas mal. Donc vraiment le musée est extraordinaire. Ah pas du tout, justement, là, parce qu'il y a la présentation, enfin, voilà, ah non pas du tout, non justement, en fait, il y a un festival à Javol, il y a en ce moment la présentation de leur, il y a le festival et là c'est la présentation. Ton micro est fermé. Oui. Non, il n'y a pas de présentation à Javol. Le musée est ouvert. Le musée est ouvert et il y a en juin des présentations en 3D, mais en VR, c'est-à-dire vous mettez le casque. Depuis que je lui dis que la conservatrice du musée de Javol vérifie ce que je vais dire, j'ai eu le blocage et du coup, j'avais besoin d'un pendant pour faire. Je faisais le naïf et elle me recadrait. C'était un peu. C'est plutôt une relation pour poser d'autres questions. Du coup, l'ordre, il y a je vais pas commencer à dire des bêtises, je n'ai pas quelqu'un pour affirmer. Ah bah alors ça, c'est le genre de question. C'est de la provoque, ça peut rester. Hein. Ah ben oui. C'est pas une structure réelle. Ils ont découvert alors des flux romaines. Ça c'est normal. Par exemple, mais comment c'est normal d'ailleurs? Non mais c'est un petit bonhomme. Alors est-ce que c'était un dieu? Un dieu sylvestre, semble-t-il, protecteur, à la forêt, plutôt à fabriquer, et semble-t-il, après il y a mais il y avait aussi puisque celui-ci fait la transition quand même, puisqu'il est un peu romain quand même, un petit peu romain. Alors après, il y a aussi toujours le problème, est-il vraiment gaulois? Disons que... Parce que normalement, il devrait porter, je crois aussi, des bonnets, la version gauloise. C'est pour ça, enfin, je me permets, alors bon, du coup, je fais de la provoque. Mais vous pouvez me
Mais il y a un côté un petit peu, pas civilisé, mais pas très barbare, hein, un petit peu. Barbu, bon déjà, hein, il porte la barbe, donc ça on sait que c'est pas trop loin. Mais quand même, il ne porte pas les braies et ouais, donc il est quand même très latinisé. Hein. Voilà, c'est pas la tenue. C'est pas la tenue. Il y a une influence de la civilisation. La civilisation. Si vraiment on passe sur les petites paroles qui vont en direct, bravo, oui, c'est une heure, on est là. Ah, ben, direct, direction d'Europe, là. Oui, c'est le centre de la Ligue. Centre de la Ligue, voilà, avec une centre de la Ligue, on descend sur le dialogue, chez les Trembles, là. Et on approche le bord de la route qui est franchement en voie. Parce que il y a d'autres. Ça descend sur Frontin, sur la droite, et c'est plus droit que ça à droite. Maintenant, entre ça à la gauche et une route qui est dans la place carrossienne, voilà, je pense que pour 40 heures, je reviens un jour, je vais dans un restaurant, boire un restaurant, où je peux réserver, parce que et le musée. Et le fameux musée, qui est superbe. Il y a un petit pont de route. Le Triboulin, non. Triboulin, c'est ça? Le Triboulin. Le nom est mignon, mais semble-t-il, il faut se méfier. Ils font une fête pour les sécurités, ça s'appelle la fête des esclaves, une chose comme ça, qui a plus ou moins de succès, mais qui est très chouette, très intéressant. Il y a beaucoup de troupes d'associations belges qui sont férues de gauloisité, de romanité, qui descendent et qui font des démonstrations de plein de choses. Voilà, notamment de billard comme par hasard. C'est la publicité pour le. Et l'alcool, alors, c'est pas... Ah, mais la ville, comme il a été dit tout à l'heure, la ville a perdu son statut. On ne voit plus rien, ouais. Il y a un petit endroit, une sorte de petite chapelle où il y a un habitant de Ferrol à ramasser des restes assez importants des colonies. Alors quand, je ne sais pas, mais il y a un petit endroit dans le village, comme une petite chapelle avec plein de colonnes, personne qui est là. Et en fait, c'est un habitant du village qui a fait ça. C'est en dehors du village. Non, mais ce qui est incroyable, c'est enfin en 3D, on se rend compte vraiment des volumes et de la taille de la ville romaine. L'amphithéâtre, ça devait être quand même particulièrement. Alors dans cette plaine-là, qui quand même c'est particulièrement impressionnant. En tout cas, même la représentation 3D est extrêmement structurée, urbanisée. On peut peut-être trouver sur internet les et non, à chaque fois, non, je pense pas. Non. Mais par contre, c'était du bâti assez. On peut prendre sur internet des photos juste. Non. Oui, on le voit sur le. Mais j'ai des problèmes de connexion. Ah mince. Je peux peut-être regarder. Là, c'est rouge depuis une demi-heure, mais moi j'enregistre. Alors là, je suis obligé de tout faire sur cet écran. Oui, là il y a beaucoup de choses. Il y a des choses bizarres aussi. C'est qui après? Ben après c'est fini, après c'est terminus musical. Ah merde. Avec de l'électro, apéritif. Ah merde. Ça me prend peur. Là, on pourrait mettre justement des fonds de. Alors attends, je vais essayer de trouver.
Et encore, il est trop ouvert tout le temps. Pardon? Merde. Oh, mais merde. Mon fou du dossier public, bordel. Ah ouais, j'aurais dû faire un diaporama avec quelques photos du vol. Ben, il y a une belle photo là, mais je n'arrive pas, c'est un PDF énorme. Non, mais juste une photo. Mais non, mais il n'y en a qu'une, ils ont les droits. Ah, bah c'est c'est là. Ouais. C'est là. Ah ouais, mais c'est un remarque. PDF. Et Peut-être là, que si elle passe. Hein, ouais. Encore en PDF ça? Je suis pas sûr. Non, c'est là le PDF. Ah bah si tu peux avoir celle-là, parce qu'on voit à peu près. Voilà. Ouais, mais ça, eux, ils ont filmé ça. Quoi Ouais, que non, ouais. on dirait. Ouais, mais ça, on voit à peu près les Attends. placements. Bah. Oh merde, il y a... Là, c'est le C'était PDF. avant. Hein. Non, il n'y a pas le choix. Peut-être que celui-là, en grand, il peut passer. Ah, ben. Putain, ça a disparu. Voilà. Voilà. Allez, on va sauver, si ça marche. Oui, ça marche. Allez, c'est parti. Voilà. On va chercher Sukelos aussi, la version avec son. Attends, là, je Voilà, vais chercher. mais déjà, c'est très bien. Comme ça, on pourra peut-être avoir. On fait la promotion de la ville. Oui, on fait la promotion du Javol. Je tiens à préciser. Mais c'est avec plaisir. Hein. Bah ouais, c'est avec plaisir. J'aurais dû faire un petit diaporama. Oui, je le fais pas dire. Ben oui. Alors, là, j'aurais même. Tu aurais pu faire un petit diaporama ou Fred aussi. Ben non, mais attends, je pensais que c'était toi. Non, ah non, qu'est-ce que je me fais là? N'importe quoi, faut 30 mètres à côté. Ouais. Là. Non, mais attends, je vais contrôler. Ah, c'est pas trop défini. Non, c'est très mauvais, mais. Bon, alors c'est flou. Alors voilà, je vole reconstitué, c'est un dessin qui date des années 70, je crois. C'est un peu flou parce que ça a été pris par un appareil photo. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, l'amphithéâtre ici. Et apparemment ils appelaient pas ça amphithéâtre. Hein. C'était. Comment ils appelaient ça? C'était pas amphithéâtre, Patrick? Hein? Non, pas du tout. Ils appelaient ça terrain de spectacle ou quelque chose comme ça. Mais pas amphithéâtre. C'est comme un... Oui, ou théâtre peut-être même tout court. Oui. Voilà. Donc là, aucune trace en tout cas visible. Et le bâti autour du Timor. Alors ça, par contre, on voit très bien le petit ruisseau qui ne suit pas son cours naturel et qu'ils ont un petit peu détourné. C'est le Tréboulin. Là, voilà. Et bizarrement donc, après la disparition
de la cité romaine administrative et plus puissante, les gens, nous disait Caroline Bidot, sont allés s'installer au flanc des collines. Et donc complètement abandonné, on ne sait pas pourquoi, la partie basse, qui est très basse, très plate, soit parce que effectivement elle était très inondable, mais bon, ça ne doit pas se produire quand même tous les mois, hein. Parce que quand vous verrez si vous voyez le Triboulen, vous émettez des doutes sur la possibilité de débordement, mais enfin, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est soit parce qu'ils avaient soit un trop mauvais souvenir de la période administrative romaine, soit il y avait un problème physique, effectivement. Oui, mais enfin, qui monte sur les collines ou qui reste en bas. Ah si, remarque, oui, c'est vrai. Pour l'eau stagnante, effectivement, oui. L'eau stagnante, oui. Mais c'est à combien Javol? C'est assez haut, hein. Ça doit être à 800, 700, 800, un truc comme ça. Voilà, Javol. Alors, après Javol, apéritif final, ça va être l'apéritif final, l'édition finale. Et pour les téméraires, Z va produire quelques mélopées musicales dont il a le secret. C'est un très bon musicien, il ne le dit pas. Hein. Mais techno et électro. Hein. C'est un prix d'instrument du tout. Alors, vous voyez, entre les annonces et la réalité, voilà ma réalité. Voilà, la réalité, il y a la réalité. Je ne jouerai pas d'instrument en plus. Donc, je sais pas, est-ce que on a discuté un petit peu de Javol le problème, c'est qu'on n'est pas féru sur la capitale des. Ce qui serait super, c'est que Caroline Bidot nous appelle. Pour nous dire que c'est la catastrophe. Pour nous dire que c'est la catastrophe, qu'elle n'a rien vu sur YouTube. Mais que par contre, ce qu'elle a entendu la faisait bondir. Mais je pense pas qu'elle nous appelle. Voilà, surtout que je ne sais pas si elle a un numéro. Permet une petite intervention. Oui. Par contre, ce serait bien de faire de Rodez, c'est de nous donner les coordonnées pour toute la documentation. Mais on les a. C'est des. En tout cas, les mails, on a les mails, Ça te suffit, les mails? Sinon, c'est MJC Rodez. À Rodez. Mais vas-y, bien sûr. Et donc, oui. C'est dommage sur Sylvain Sucellus que tu es zappé, Mais j'aurais pu me constituer si me laisse. Mais je te dis que j'ai des problèmes de connexion Internet. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir de Sylvain Sucellus? En fait, on va voir la version avec son maillet et son tonneau. Avec son maillet. Parce que là, en effet, t'es sûr que c'est lui? T'es sûr que c'est Sylvain Sucellus? Oui, parce qu'en fait, alors il y a des représentations et le maillet est très long. Donc, ouais, un truc un peu. Et il s'appelle bien Sylvain Sucellus, c'est le même. Hein. Bah, Sylvain, c'est la version romaine. Oui. Sylvain, c'est. Ah oui. C'est le même, mais c'est romanisé. Voilà. Voilà. Alors, Sucellus avec des ailes. Et normalement, on le voit avec son équipement. Voilà, tu vois, là, ça c'est la représentation. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a la taille. Sucellos, tu vois, et là, il est carrément devenu grec. Ah oui, d'accord. Voilà. On va prendre celui-là. Et là, on voit aussi où ils sont en train de le filmer pour avoir. Ah oui, le truc 3D. Ah bah alors là, on est carrément dans la version Mitra. Ça, c'est du. Ça, c'est Louis XIV. Ça, c'est pas mal. Ça met un peu d'érotisme. Alors, save. Est-ce que ça marche? Bah, je mets un petit peu de fond musical. Oui. Nous vous invitons à prendre l'apéritif ou à boire un café ou à faire ce que vous voulez. Oui, Fred, mais il n'était pas. Non, c'est pas moi, mais il n'était pas présent aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris le. C'était pour les linteaux. Donc j'ai pris le relais. Mais qui n'est pas là. Bah, il n'a pas pu venir aujourd'hui.
Voilà, je paye de ma personne. Mais j'accepte les critiques. Hein, parce que je suis très tolérant de ce côté-là. Mon ignorance me permet. Oui, faites tot. Alors, un petit coup de truc. Voilà. Ah ben voilà. Ça, c'est- Voilà, on l'a en entier. Alors voici, c'est un Sucélos, je sais pas quoi. Sucélos, alors il y a plusieurs versions. Il est complet là. On va essayer d'agrandir. Regardez comme il est beau. Voilà. Avec son maillet. Une poterie. Ah mais t'as mis. Ah ben non, mais c'est bon, j'ai lancé une petite fond musicale là, si tu veux. Alors, petit fond musical. Alors écoute, normalement oui, alors de temps en temps c'est rouge, de temps en temps c'est vert. Il faudra tester pour voir ce que ça va donner. Alors ça, c'est quoi ça alors? Bah, C'est une normalement- version... Ben c'est la version. Ah non, ça c'est la. Ben là aussi, il est. Oui mais ils l'ont rajouté. Mais donc le maillet, qui est plutôt pour le coup. C'est une- Et à la place du tonneau, Bon, on va en théorie terminer là, merci d'être venus tous. Si... Je sais pas quelle heure il est, 5h30 par là. Si vous voulez rester, c'est avec plaisir. Et puis... Il y a matière à discuter dans les chaumières et ailleurs. Voilà. À l'an prochain peut-être. Pourquoi elle rigole? Marco. Elle est où ta musique là? Ah oui, c'est la musique. On va essayer d'avoir l'autre. Normalement, j'ai l'autre. Non, c'est... Photo de toi. Ah ben voilà, celui-là est pas mal. Alors, c'est de pire en pire, il est de moins en moins gaulois. Hein. Là, il est carrément grec. On est dans l'apollonien. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Mais il est devenu carrément oriental. Enfin, on est vraiment dans la mitra. Ah, mais merci. C'est un plaisir. Ah, ben merci. Ah, ben oui, ça. Ah, ben alors. Il y a plein de choses à voir. Ouais, ouais. On en a pour des. Ah oui, c'est ça. Oui, là, il est devenu plus du tout gaulois. Ben, c'est le même, mais qui a été transformé. Parce que les artistes. Enfin, mais bon, chacun, à l'époque, pas de photos, pas de. Et aussi un peu romain, parce qu'il devient Sylvain. Bah, après, moi, je pense qu'il doit y avoir des mélanges. Ben là, il fait moins forêt. Voilà, il fait complètement, moi, je trouve, plus établi. Du sport, c'est pas quelqu'un qui en ville. Voilà, c'est un urbain. Voilà, la barre est bienvenue, voilà, c'est du sport. Nous avons beaucoup de charisme. Ben ça, pour moi, je pense que c'est un rapport. Parce que normalement, c'est
Dans 2 ans, je parle de 100 mètres, il faudra garder des